Une fantastique cascade, environ 200 fois le débit des chutes du Niagara. C'est comme le carambolage d'un millier de voitures. Ça représente une quantité d'énergie colossale. Un territoire grand comme un quart de la France est submergé. La mer envahit les terres sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Les premières traces de civilisation sont balayées et disparaissent sous l'eau. Après ça, le monde ne sera plus jamais le même. Le récit biblique du déluge est-il un mythe ou une réalité? Voilà tout à fait le genre d'événement qui donne naissance au mythe. Et pourrait-il se reproduire un jour? L'eau. Cet élément fondamental qui a permis la naissance de la vie sur Terre recouvre plus des 2/3 de la surface de notre planète. Mais que se passe-t-il quand les eaux se mettent en colère? Depuis que la planète bleue existe, l'action des fleuves et des océans a constamment remodelé les terres émergées. Nous avons besoin de l'eau pour vivre, mais elle s'avère parfois destructrice. On associe habituellement cet élément à la vie. Mais quand de violentes inondations se produisent, l'eau peut détruire des centaines, des milliers, voire des millions de vies. Si une mer ou un océan se déversait brutalement en cascade, cela engendrerait une catastrophe sans précédent. Asie mineure, 6000 ans avant notre ère, au point de rencontre entre l'Europe et l'Asie. Soudain, une bande de terre se fracture. Elle séparait jusque-là le bassin méditerranéen d'une vallée fertile située en contrebas. Les eaux de la Méditerranée explosent et s'engouffrent dans l'isthme avec une force colossale. Elles balaient tout sur leur passage. Une cascade monstrueuse déferle dans la vallée, en direction d'un lac d'eau douce situé en contrebas. Un immense mur d'eau se forme dans un grondement assourdissant. C'est une force extraordinaire. La pression de l'eau est inimaginable. L'eau a déferlé à la vitesse d'un jet. Ce devait être terrifiant. Quand la cascade explose dans la vallée, des éclairs déchirent le ciel et un épais brouillard enveloppe la région. L'eau submerge les terres. Cette inondation a fait monter le niveau de l'eau sur le littoral à raison de 10 cm par jour. Tous les êtres vivants tentent d'échapper à ce déluge en gagnant les hauteurs. Mais beaucoup sont emportés par les eaux. Pour les populations de l'époque, ce devait être effroyable. Imaginez toute une mer qui se déverse dans un lac. Pendant plus de 100 jours, la cascade continue à remplir le lac. Les terres sont submergées et la mer finit par avaler une immense masse terrestre de 100 000 km². Ce déluge remodèle entièrement la géographie de la région. Les flots envahissent des centaines de milliers de kilomètres carrés de terre. Cette inondation gigantesque engendre un bouleversement terrestre majeur. Elle donne naissance à la mer Noire, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette montée des eaux
pourrait-elle avoir inspiré le récit biblique du déluge et de l'arche de Noé, relaté dans le livre de la Genèse? D'après certains scientifiques, il y a 7500 ans, le fond de la mer Noire était occupé par une grande vallée fertile. Cette région s'est révélée propice au développement des premières civilisations. On considère cette région comme le berceau de la civilisation. Des groupes d'hommes s'y sont installés au néolithique et ont développé l'agriculture et l'élevage. Les gens ont tenté désespérément d'échapper au cataclysme et ont essayé de récupérer tous les biens qu'ils pouvaient encore sauver. Ils les ont mis ensuite dans des charrettes ou dans ce qu'ils trouvaient pour les mettre à l'abri du torrent qui déferlait dans la vallée. Ils ont dû vivre des moments terrifiants. Le déluge a-t-il anéanti ces premières civilisations humaines? A-t-il contraint des millions d'hommes à migrer à travers l'Europe et l'Asie pour échapper à la montée des eaux? Est-ce ainsi qu'est née la légende biblique du déluge? D'autres légendes à travers le monde évoquent aussi cette terrible tragédie. Dans l'épopée de Gilgamesh, premier récit imaginaire connu de l'histoire de l'humanité, les dieux en colère déclenchent un déluge pour punir les hommes. Plus tard, Romains, Grecs et Perses imaginent aussi des légendes ayant trait au déluge. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, il existe une légende qui retrace un récit similaire. Vous la retrouvez dans la mythologie nordique, irlandaise, dans celle des Indiens d'Amérique et celle des tribus mexicaines. Le même récit d'un immense déluge où l'eau envahirait toute la planète. Seuls quelques hommes survivraient en construisant un navire ou en s'accrochant à un radeau. Ces récits antiques, longtemps considérés comme imaginaires, pourraient-ils se fonder sur une expérience commune? Un événement géologique bien réel qui aurait donné naissance à la mer Noire. Les gens ont entendu un bruit assourdissant et ils ont dû abandonner leurs habitations. Voilà tout à fait le genre d'événement qui donne naissance au mythe. Walter Pittman et William Ryan, deux géologues américains de l'Université de Columbia, sont convaincus qu'un cataclysme préhistorique est à l'origine de cette légende. Presque toutes les civilisations possèdent une légende relative au déluge. Nous sommes persuadés que le déluge de l'épopée de Gilgamesh, le déluge biblique et d'autres mythes circulant parmi les peuples de la Mésopotamie ont tous la même explication, l'inondation de la mer Noire. Walter Pittman est un pionnier dans le domaine de la tectonique des plaques et William Ryan est expert en géologie marine. Au début des années 90, ils commencent à approfondir la question en se demandant si ces légendes antiques se fondent sur une réalité géologique. Selon leur hypothèse, seul un événement cataclysmique pourrait avoir inspiré le mythe du déluge. C'est le début d'une grande aventure archéologique. Quelle région du globe pourrait avoir été le théâtre d'une inondation géante? Il devait s'agir d'un événement géologique majeur, à tel point que les populations de l'époque pensaient que la fin du monde était proche. Les scientifiques décident d'orienter leurs recherches sur la mer Noire. Ils pensent en effet que cette masse d'eau avait autrefois une physionomie tout à fait différente. Ils lancent alors une hypothèse audacieuse. Une inondation préhistorique aurait provoqué la rupture d'un isthme qui séparait la Méditerranée d'une vallée située en contrebas. Il s'agit en fait de l'actuel détroit du Bosphore, qui relie la mer Noire et la mer de Marmara.
Il abrite sur sa rive occidentale la ville turque d'Istanbul, bouillonnante cité au carrefour de l'Europe et de l'Asie. En 1993, Walter Pitman et William Ryan, assistés de Candace Major, se lancent dans une expédition maritime pour tenter de vérifier leur hypothèse. À l'aide de sonars, ils vont réaliser une cartographie du fond de la mer Noire. En 1993, à bord d'un navire russe, nous avons fait une découverte remarquable. À l'aide de sonars qui émettent des ultrasons dans l'eau et enregistrent l'écho renvoyé par le fond de la mer, nous avons établi une coupe transversale du plancher marin. Un logiciel permet de voir la géométrie de ces strates. Au fond de la mer Noire, l'imagerie sonar dévoile les rives noyées d'un lac disparu, dont les chercheurs ont pu tracer les contours. Est-ce la preuve de l'existence d'une ancienne vallée qui abritait un lac d'eau douce? Une vallée qui aurait été submergée par une inondation géante. Nous savions que nous étions sur la bonne piste. Si nous récoltions encore le même genre d'indices les jours suivants, c'était gagné. Le paysage sous-marin était bien conservé. C'était l'un des premiers indices montrant que la transformation de ce lac d'eau douce en mer d'eau salée a été extrêmement rapide. Walter Pitman et William Ryan sont convaincus que ces preuves corroborent leur théorie. Mais la communauté scientifique reste sceptique. Il leur faut à présent réunir des preuves tangibles à l'appui de cette théorie. Le déluge de la mer Noire a-t-il vraiment modifié la géographie de la région et inspiré le récit biblique de Noé? La Bible relate l'histoire de Noé et du déluge qui a déferlé sur la terre. Sumériens, Grecs, Romains, Babyloniens, toutes les civilisations de l'Antiquité rapportent aussi la légende d'une inondation dévastatrice qui ébranle les fondements de l'humanité. Ces légendes antiques se fondent-elles sur des faits réels? Par exemple, un événement géologique qui aurait changé le cours de l'histoire. Les géologues Walter Pitman et William Ryan en sont persuadés. D'après leur hypothèse, il y a 7500 ans, une inondation géante aurait donné naissance à la mer Noire et entraîné la migration d'une grande partie de la population à l'aube de la civilisation. Selon cette hypothèse, la légende du déluge, par exemple dans la Bible et dans l'épopée de Gilgamesh, reposerait sur une réalité. Presque toutes les cultures du monde possèdent une légende semblable. Lors d'une expédition en 1993, les chercheurs découvrent les contours d'un lac disparu au fond de la mer Noire. Ils en déduisent qu'une masse d'eau beaucoup plus réduite existait autrefois à cet endroit. Le paysage a été bouleversé. Imaginez un lac qui s'agrandit tout à coup de 30%. Mais les chercheurs ont besoin de preuves tangibles pour vérifier leur hypothèse. Ils sont persuadés que la clé du mystère se trouve au fond de la mer. Ils ont prélevé des dépôts sédimentaires dans le plancher marin, en quête d'indices géologiques accumulés pendant des milliers d'années. Nous avons extrait de ce tube la carotte de sédiments marins. Cette boue nous a permis d'étudier l'histoire géologique du site. Nous sommes à l'observatoire terrestre Lamont Doherty, à l'Université de Columbia. Dans les carottes sédimentaires conservées ici, les géologues trouvent les premiers indices qu'ils cherchaient depuis longtemps. Des traces de vie provenant d'un ancien lac d'eau douce. Sur le littoral de la mer Noire, on trouve une grande quantité de mollusques. À l'époque où c'était un lac d'eau douce, ces mollusques étaient de petite taille. On les appelle aujourd'hui cyprès zebra. On trouve des coquillages de cette taille seulement en eau douce. Ceux qui vivent en milieu marin sont au moins 2 fois plus grands. D'autres carottes sédimentaires apportent de nouvelles preuves.
confirmant que la vallée et le lac d'eau douce ont bien été inondés. En effet, elles révèlent des traces de vie végétale. Si on trouve des racines végétales dans les sédiments, cela signifie que cette zone était exposée à l'air. Elle n'était pas sous-marine. Les carottes sédimentaires révèlent aussi que l'ancien lac a été submergé de façon brutale par un afflux d'eau salée. Dans les sédiments, on a trouvé des coquilles de mollusques. Dans la partie inférieure du tube carottier, il s'agissait de coquilles de créatures vivant uniquement en eau douce. Dans la partie supérieure du tube, des coquilles de créatures qui ont colonisé la nouvelle mer. La transition entre les deux est brutale, c'est flagrant dans toutes les carottes sédimentaires. Au moment de la transition sédimentaire, on trouve d'autres espèces de mollusques qui nous donnent des informations immédiates. En bas, c'est un milieu lacustre. En haut, un milieu maritime. Ces mollusques avaient migré depuis la Méditerranée. À l'époque, il y avait donc forcément un lien entre la mer Noire et les mers voisines. La datation au carbone 14 révèle que tous les mollusques d'eau de mer retrouvés dans les sédiments ont le même âge, environ 7500 ans. Serait-ce la preuve incontestable qu'un afflux d'eau salée a submergé l'ancien lac? Un lac dont les rives abritaient une vaste population avant le déluge. Est-il possible qu'un événement géologique de cette ampleur se soit produit dans le passé? Toute masse d'eau est susceptible de déborder. Une inondation survient quand l'équilibre du cycle de l'eau est perturbé. Cet équilibre peut être perturbé notamment par des pluies torrentielles, des ouragans ou l'élévation du niveau de la mer. Quand l'eau commence à submerger la Terre, il est impossible de stopper ce mouvement. Une inondation, c'est un phénomène dévastateur. Elle balaie tout sur son passage. Noyades, récoltes ruinées, habitations détruites. Les inondations sont les pires de toutes les catastrophes naturelles. Au cours des 125 dernières années en Chine, 3 inondations ont tué plus de 5 millions de personnes. Elles ont des conséquences vraiment dramatiques. Les inondations provoquent souvent des dégâts considérables et surviennent même dans certaines régions que l'on croyait à l'abri. Elles laissent souvent des cicatrices douloureuses pendant des années. Août 2005. L'ouragan Katrina, un des pires cataclysmes contemporains, frappe le sud des États-Unis. Il dévaste tout le golfe du Mexique. Avec les progrès technologiques, nous avons tenté de façonner la Terre en fonction de nos besoins. Mais face à certains événements, nous sommes impuissants. À la Nouvelle-Orléans, les digues qui retiennent le lac Pontchartrain s'effondrent. L'inondation progresse vers le centre. 80% de la ville se retrouve submergée. Tout le monde a vu ces tristes images. L'ouragan a tout emporté sur son passage. À peine le niveau de l'eau cesse-t-il de monter que l'on compte déjà 1 millier de victimes. L'inondation a détruit plus de 200 000 habitations et les dégâts matériels se chiffrent en milliards de dollars. Le cataclysme survenu à la Nouvelle-Orléans pourrait-il être similaire à plus petite échelle à celui de la mer Noire? Les populations de la mer Noire ont-elles connu à l'époque le même sort tragique que celle de la Nouvelle-Orléans? On aurait dit que l'eau arrivait de nulle part. L'eau a monté jusqu'à la fenêtre. On avait l'impression d'être au milieu d'une rivière. Tout le monde a essayé de se mettre à l'abri en hauteur, mais c'est tout plat. Ces deux inondations présentent une différence majeure. À la Nouvelle-Orléans, les eaux se sont progressivement retirées. C'est le cas le plus fréquent. Mais les eaux de la mer Noire, elles, sont restées.
Ce n'est pas une inondation au sens classique du terme. Dans le cas de l'ouragan Katrina, aussi terrible soit-il, et avec les conséquences dramatiques que l'on connaît, les eaux ont fini par se retirer. Le cas de la mer Noire est spectaculaire, car les eaux sont restées. Comment le bassin de la future mer Noire s'est-il connecté à la Méditerranée? Et y a-t-il des preuves que cet événement se soit vraiment produit? Rien ni personne n'aurait pu survivre à une telle catastrophe. Il y a 7500 ans, la mer Méditerranée a déferlé en cascades gigantesques au-delà du Bosphore. Elle a inondé le bassin lacustre en contrebas et entraîné une migration massive de population à l'aube de la civilisation. Cette inondation gigantesque aurait-elle inspiré la légende du déluge biblique? On dit que cette inondation est une des pires catastrophes qui ait frappé l'humanité. C'est peut-être vrai. En tout cas, depuis l'apparition de l'écriture, on ne dispose d'aucun témoignage relatant une inondation à si grande échelle. Aucun autre phénomène géologique ne semble égaler l'ampleur de celui-ci. Mais quel événement a déclenché ce déluge? Il y a 7500 ans, le dernier âge glaciaire touche à sa fin. La température terrestre s'élève, provoquant la fonte des calottes glaciaires qui recouvrent l'hémisphère nord. Il y a environ 8300 ans, la dernière partie du glacier des Laurentides en Amérique du Nord s'effondre et s'écrase dans l'Atlantique. Le niveau de la mer s'élève alors de façon rapide. La fonte des glaciers entraîne une élévation de 2 mètres environ du niveau marin sur toute la planète. La Méditerranée envahit alors le bassin de la mer Noire. Avec la fonte des glaciers, le niveau de tous les océans augmente. La mer Égée monte, puis la mer de Marmara. Lorsque ces deux masses d'eau atteignent une hauteur critique, elles provoquent la rupture de l'isthme du Bosphore. Les géologues Walter Pitman et William Ryan soulignent le caractère brutal de l'inondation du bassin de la mer Noire. Mais d'autres scientifiques sont loin d'être convaincus par cette hypothèse. Pour eux, il ne s'agirait nullement d'un événement catastrophique. Au contraire, le niveau de la mer se serait élevé lentement, entraînant la vidange progressive des eaux de la Méditerranée vers le bassin de la mer Noire sur une longue période de temps, peut-être des milliers d'années. Selon cette hypothèse, cet événement ne pourrait donc pas avoir inspiré la légende du déluge. L'alternative à l'hypothèse de Pitman et Ryan est la suivante. Le niveau de la mer Noire serait monté plus ou moins à la même vitesse que le niveau moyen des océans. Ce serait donc un phénomène progressif, sans catastrophe. Or, selon la théorie de Pitman et Ryan, le bassin de la mer Noire se serait rempli de façon très brutale. À quelle vitesse la cascade s'est-elle déversée? Existe-t-il des preuves à ce sujet? Mark Siddall est océanographe, spécialisé dans la dynamique des fluides. D'après lui, un afflux d'eau brutale vers la mer Noire doit laisser des traces visibles sur le plancher marin. Partons de l'hypothèse qu'une énorme quantité d'eau s'est déversée dans un bassin de petite taille, tapissé de sédiments meubles. Dans ce cas, qu'on ne trouve aucune trace géologique de cet événement au fond de la mer serait très surprenant. En 2002, Mark Siddall oriente ses recherches sur le détroit du Bosphore. S'il existait autrefois un barrage naturel, c'est sans doute à cet endroit que la rupture a eu lieu, quel que soit l'événement qui en est la cause. Après la rupture du barrage naturel, une masse d'eau s'est précipitée dans le bassin de la mer Noire. J'ai voulu étudier la façon dont ces fluides se sont déversés au-delà du Bosphore et avec quelle quantité d'énergie. J'ai voulu aussi observer les traces géologiques que cet événement a laissées au fond de la mer.
Marc Siddall a conçu un modèle informatique reproduisant l'aspect de l'embouchure de la mer Noire avant l'inondation. Le logiciel a simulé deux modèles. D'une part, un afflux brutal d'eau salée vers la mer Noire et d'autre part, un afflux lent. Dans l'hypothèse d'une brusque inondation, Marc Siddall observe l'action de l'eau salée sur le plancher marin. D'après la simulation, les eaux de l'inondation créeraient une grande entaille au fond de la mer Noire, au niveau de l'embouchure. Et cela entraînerait une circulation inhabituelle de cette masse d'eau. Dans l'hémisphère nord, à l'embouchure de la quasi-totalité des fleuves, l'eau est déviée vers la droite, en raison du sens de rotation de la Terre. Or, le modèle informatique fait apparaître un bras de mer qui tourne vers la gauche. On observe un bras de mer de la même largeur que le Bosphore, mais il circule de façon étrange. Il tourne vers la gauche. Dans l'hémisphère nord, tous les courants tournent vers la droite, suivant la force de Coriolis. D'après Marc Siddall, seule une crue gigantesque aurait eu assez de force pour inverser le sens de circulation du courant, dans le sens opposé à la rotation de la Terre. Mais il ne s'agit que d'un modèle informatique. Il faut réunir des preuves tangibles, en étudiant la cartographie sous-marine de la mer Noire. Marc Siddall compare ces données aux images sonars prises par une équipe de chercheurs français. Ils ont établi la première carte sous-marine du débouché du Bosphore en mer Noire. Les résultats de ces chercheurs étaient très proches de notre modélisation. Nous avions l'impression d'avoir trouvé la solution. Ce nouvel élément de preuve est remarquable. L'imagerie sonar corrobore la théorie de la cascade gigantesque qui aurait inondé le bassin de la mer Noire en l'espace de quelques années. Mais quel volume d'eau cela représente-t-il? D'après les calculs des chercheurs, 50 km3 d'eau par jour se sont déversés dans le bassin de la mer Noire après la rupture du barrage naturel. Le niveau de l'eau s'est élevé de 10 cm par jour. Le torrent se précipite au-delà du Bosphore, provoquant un impact majeur sur le bassin de la mer Noire. C'est comme le carambolage d'un millier de voitures. Un choc énorme dû à une quantité d'eau colossale. Cette cascade d'eau gigantesque a sans doute pris par surprise les habitants de la vallée, et ils ont tenté de s'échapper. Imaginez les gens qui vivaient à cette époque, de simples fermiers qui voient monter brutalement le niveau de la mer. Difficile d'imaginer comment ils ont fait face à cette situation. Une crue gigantesque qui a inondé le bassin de la mer Noire. C'est phénoménal. Il est difficile d'appréhender l'ampleur d'un tel phénomène. Chris Paola, de l'Université du Minnesota, a réalisé une maquette de l'isthme qui séparait autrefois la mer de Marmara de l'ancienne vallée en contrebas. Cette maquette permet d'illustrer la puissance de la crue. On étudie l'élévation du niveau des océans du globe en relation avec la Méditerranée et la mer de Marmara. La masse des océans est ici et le point de tension là. L'érosion est catastrophique parce que le débit de l'eau s'accélère. Une force phénoménale s'exerce sur ce talus sédimentaire, barrage naturel entre la mer de Marmara et la mer Noire. La cascade est amorcée. C'est comme si une immense vanne naturelle s'ouvrait. Très vite, le talus sédimentaire s'érode, l'eau envahit le bassin, provoquant une montée brutale du niveau de l'eau. Au moment où l'eau a rompu le barrage, les populations ont dû être terrifiées. Le talus sédimentaire continue à s'éroder et le niveau de l'eau augmente dans le bassin. L'eau douce est remplacée par l'eau salée de la Méditerranée et peu à peu se forme l'actuel détroit du Bosphore. Cette maquette mesure 15 cm de large. Le vrai détroit, lui, fait environ 3 km à son point le plus large. En général, à la suite d'inondations géantes, la décrue s'amorce et les eaux se retirent. Cela n'a pas été le cas avec la mer Noire.
Ce changement ne s'inscrivait pas dans le rythme naturel de la Terre, c'était un événement anormal. Et il est toujours visible aujourd'hui. Si cette hypothèse est vraie, y a-t-il une preuve physique que cette inondation ait englouti une civilisation antique? Cette preuve pourrait-elle être cachée au fond de la mer Noire? La mer Noire, frontalière avec 6 pays, dont la Russie et la Turquie. Elle est aussi à la croisée de 2 continents, connectés par le détroit du Bosphore. Peut-être que cette mer intérieure n'existait pas il y a 7500 ans. C'était peut-être une grande vallée fertile, berceau des premières civilisations qui ont donné naissance aux civilisations européennes. Des preuves de plus en plus convaincantes laissent penser qu'une inondation cataclysmique a submergé cette vallée. Si cet événement s'est réellement produit, il a marqué de façon considérable le développement de la civilisation. De nombreux groupes humains ont alors migré vers d'autres régions du globe. Et cela a modifié par la suite leur évolution. Mais reste-t-il des vestiges de cette civilisation jadis florissante? Il est difficile d'estimer combien de personnes ont été frappées par ce cataclysme. Ce doit être de l'ordre d'une centaine de milliers. Selon nos critères actuels, ça ne paraît pas beaucoup, mais il faut se souvenir qu'à cette époque, la Terre comptait seulement 5 millions d'habitants. C'est donc un événement majeur qui a entraîné la dispersion d'une grande partie de la population. Les gens ont pu s'enfuir, mais ils n'ont rien pu emporter avec eux. Les villages et tous les biens matériels ont été inondés et les gens se sont dispersés. Pendant des millénaires, on a recherché des preuves du déluge biblique. La mer Noire contient-elle la clé du mystère? L'océanographe Dwight Coleman est d'avis que la théorie du déluge pourrait être vraie. La mer Noire serait le site idéal pour la légende du déluge, car il s'agit d'un bassin isolé et l'inondation aurait des conséquences immédiates sur les populations locales. Elle a sans doute affecté des sites archéologiques. Il fallait explorer ces sites pour se rendre compte de leur état de conservation. En l'an 2000, Dwight Coleman et Bob Ballard, célèbres explorateurs, lancent une expédition sous-marine en mer Noire, sur les traces de la civilisation disparue. Se lancer dans cette aventure, c'était comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. Les chercheurs commencent l'exploration au large des côtes de Sinop, en Turquie, une péninsule montagneuse, sans doute habitée à l'époque de l'inondation. Près de Sinop, il existe des sites néolithiques vieux de 8000 ou 9000 ans où l'on trouve des vestiges d'établissements humains sur la terre ferme. D'après notre hypothèse, on devrait trouver le même genre de sites sous la mer, car ils ont dû être submergés par l'inondation. Candace Major, qui a participé à la première expédition en 1993, fait aussi partie de l'équipe. Une de mes missions consistait à identifier au fond de la mer Noire des éléments anormaux qui pouvaient être des indices d'établissement humain. À l'aide d'un sonar à balayage latéral, les chercheurs inspectent sans relâche le fond de la mer, mais en vain. Ils ne trouvent aucune trace d'établissements humains. La découverte de tels vestiges serait pourtant la clé du mystère qui entoure la légende du déluge. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment quels vestiges ont laissé les peuples du néolithique. Ce pourrait être un outil en pierre ou une poterie ou un morceau de bois sculpté qui fait partie d'une habitation. Après avoir sillonné le fond de la mer sur des kilomètres carrés, les chercheurs voient apparaître une étrange dune à l'horizon.
Elle était isolée. Il n'y avait aucun relief significatif autour. Cette dune était seule de son espèce. Les chercheurs baptisent ce site Site 82, la 82e zone topographiée pendant l'expédition. Ils envoient un robot sous-marin ROV équipé de caméras pour effectuer une reconnaissance du site. Ils font alors une découverte sensationnelle. Les traces d'un établissement humain. Quand on s'est approché avec le ROV, on a vu ces formations rocheuses. C'étaient des blocs de roche de forme rectangulaire. La première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est qu'ils avaient pu servir à construire les fondations d'une maison. Nous étions enthousiasmés par cette découverte. Nous sommes persuadés que ce site a été submergé. Avant l'inondation, il était sûrement exposé à l'air libre. Un examen approfondi révèle d'autres indices de présence humaine. En poursuivant les recherches avec le ROV, on a découvert du bois. Il y avait des morceaux dispersés sur tout le site, la plupart sous forme de longues baguettes. Il y avait aussi des sortes d'outils sculptés dans le bois. Nous étions ravis parce que c'étaient les signes évidents d'un établissement humain. Était-ce la preuve tant attendue de l'inondation qui aurait inspiré le mythe du déluge et de l'arche de Noé? Pendant l'exploration, un des membres de l'équipe a dit « C'est la maison de Noé, on l'a trouvée ». Tout le monde plaisantait en disant « Où est la boîte aux lettres avec son nom ?» Dwight Coleman et son équipe prélèvent des échantillons sur le site, à 100 mètres de profondeur. Ils vont être analysés en laboratoire et datés au carbone 14. On a prélevé plusieurs objets, notamment ces morceaux de bois qui ressemblaient à des outils taillés par la main de l'homme. Les chercheurs rassemblent les indices dans l'espoir de prouver qu'une présence humaine existait au moment de l'inondation. Ces objets en bois avaient bien été taillés par l'homme. Mais quand on les a datés au carbone 14, malheureusement, on a découvert qu'il s'agissait de débris plus récents que nous ne le pensions. Ils n'avaient que quelques centaines d'années, donc rien à voir avec le néolithique. J'avoue qu'on a été déçus par ces résultats. Les chercheurs sont persuadés que les roches trouvées sur le site 82 sont les témoins d'une civilisation ancienne. Cependant, il est impossible de les dater au carbone 14. Seraient-elles les derniers vestiges d'une civilisation disparue? Dwight Coleman et son équipe ont l'intention d'organiser une autre expédition sur le site 82, dans l'espoir de découvrir de nouveaux indices à l'appui de leur hypothèse. Il est tout à fait probable que le site ait abrité un établissement humain. Mais pour le prouver, il faut plus de données. Il faut faire davantage de recherches. Le site 82 est une cible de choix, mais il n'a pas encore livré tous ses secrets. Le déluge de la mer Noire reste encore en partie une énigme. Pourra-t-on la résoudre un jour? Mais pour l'heure, une nouvelle inondation menace la Terre. Cela bouleverserait le monde actuel. Et cette inondation risquerait de submerger une bonne partie de la planète. Il y a 7500 ans, une crue gigantesque a donc donné naissance à la mer Noire. Cette crue a entraîné la dispersion géographique de centaines de milliers de personnes. C'est peut-être la plus grande inondation survenue au cours du néolithique. Mais aujourd'hui, l'humanité pourrait-elle survivre à une telle catastrophe? Nous ne pouvons pas, en tant qu'humains, empêcher les inondations. C'est un phénomène géologique naturel. On ne peut rien y faire. Il y a quelques milliers d'années, les zones côtières de la planète abritaient peut-être quelques milliers d'individus. Aujourd'hui, elles comptent des millions d'habitants, qui se retrouveraient complètement démunis s'ils étaient surpris par une inondation. On sait désormais que l'élévation du niveau marin, conséquence de la fonte brutale des glaciers, a déclenché l'inondation de la mer Noire.
À l'heure actuelle, le même phénomène est en train de se reproduire. En raison du réchauffement climatique, les glaciers perdent environ 35 km3 d'eau chaque année. Ce taux a doublé depuis 50 ans. Si le niveau des océans monte de 30 cm environ, l'eau pourrait envahir l'intérieur des terres sur une distance comprise entre 600 mètres et 3 km. Voilà le scénario qui nous attend. Le niveau des océans semble monter de façon progressive. Pourtant, ce phénomène menace l'ensemble des êtres vivants. Dans le cas de l'inondation de la mer Noire, le niveau moyen des océans avait monté d'1,70 m seulement. À l'heure actuelle, s'il montait de la même façon, des centaines de millions de personnes seraient menacées et devraient être déplacées. D'entrée de jeu, 145 millions de personnes seraient concernées. À l'époque contemporaine, il n'existe aucun précédent d'un déplacement de personnes de cette ampleur. Difficile d'imaginer les changements de société qu'entraînerait une telle catastrophe. Une grande partie de la population est concentrée sur les zones côtières de la planète, soit environ 150 km vers l'intérieur des terres. Tout événement susceptible de faire augmenter le niveau de la mer ou de provoquer des inondations chroniques aurait des conséquences dramatiques sur les populations du littoral. Si la montée des eaux s'accompagnait d'une tempête déclenchée par un ouragan, cela pourrait provoquer une inondation cataclysmique. New York pourrait être l'une des premières métropoles touchées. À mesure que la mer envahirait Manhattan, les 8 millions d'habitants seraient forcés de se disperser rapidement vers l'intérieur des terres. Ce serait une migration massive, sans précédent dans l'histoire contemporaine. Si une telle inondation frappait New York, ce serait catastrophique. Les égouts et les tunnels du métro seraient envahis par un déferlement d'eau. Le centre de Manhattan serait sous les flots. Quand la mer commence à monter, il est impossible de la contenir. Une telle catastrophe aurait des répercussions dramatiques dans le monde entier. New York est une mégalopole, une plaque tournante du commerce et de la finance internationale. Si les aéroports de la ville étaient frappés par une inondation, le système de transport aérien du monde entier serait perturbé. Idem pour les marchés financiers à Wall Street. Ce quartier serait l'un des premiers à être inondé. Cela aurait des répercussions à grande échelle. Certains scientifiques pensent qu'une élévation du niveau de la mer est inéluctable. Si le réchauffement climatique se poursuit, le monde actuel connaîtra des bouleversements profonds. Une telle catastrophe modifierait la géographie de la planète. L'élévation du niveau marin dépendra de l'ampleur du réchauffement. Aujourd'hui, on commence déjà à voir les conséquences de ce réchauffement. Et elles sont bel et bien visibles. Ce ne sont pas de simples prévisions pour l'avenir. La planète semble courir tête baissée vers une catastrophe climatique. Les hommes devraient s'inspirer du passé pour tenter de se protéger au mieux des colères de la nature. Quand on pense qu'avant la mer Noire, il y avait un lac d'eau douce pendant près de 100 000 ans et qu'il s'est transformé si vite, quel bouleversement! Les populations sont tributaires de leur environnement. Dans ce cas-là, elles ont été obligées de se disperser. Ça illustre notre impuissance face à la toute-puissance de la nature. Il est illusoire de vouloir conquérir la nature. Il ne s'agit pas d'une bataille entre l'être humain et la nature. Soyons humbles, car la nature aura toujours le dessus. La légende du déluge est-elle vraie? Mythologie et archéologie plaident en faveur de cette hypothèse audacieuse. Mais le débat reste ouvert. Si un autre déluge survenait à notre époque, il inspirerait sans doute de nouveaux récits, transmis de génération en génération, et pourrait devenir, à l'instar de l'Arche de Noé et de l'épopée de Gilgamesh, le mythe du prochain millénaire.
dramatique que l'on connaît, les eaux ont fini par se retirer. Le cas de la mer Noire est spectaculaire, car les eaux sont restées. Comment le bassin de la future mer Noire s'est-il connecté à la Méditerranée? Et y a-t-il des preuves que cet événement se soit vraiment produit? Rien ni personne n'aurait pu survivre à une telle catastrophe. Il y a 7500 ans, la mer Méditerranée a déferlé en cascades gigantesques au-delà du Bosphore. Elle a inondé le bassin lacustre en contrebas et entraîné une migration massive de population à l'aube de la civilisation. Cette inondation gigantesque aurait-elle inspiré la légende du déluge biblique? On dit que cette inondation est une des pires catastrophes qui ait frappé l'humanité. C'est peut-être vrai. En tout cas, depuis l'apparition de l'écriture, on ne dispose d'aucun témoignage relatant une inondation à si grande échelle. Aucun autre phénomène géologique ne semble égaler l'ampleur de celui-ci. Mais quel événement a déclenché ce déluge? Il y a 7500 ans, le dernier âge glaciaire touche à sa fin. La température terrestre s'élève, provoquant la fonte des calottes glaciaires qui recouvrent l'hémisphère nord. Il y a environ 8300 ans, la dernière partie du glacier des Laurentides en Amérique du Nord s'effondre et s'écrase dans l'Atlantique. Le niveau de la mer s'élève alors de façon rapide. La fonte des glaciers entraîne une élévation de 2 mètres environ du niveau marin sur toute la planète. La Méditerranée envahit alors le bassin de la mer Noire. Avec la fonte des glaciers, le niveau de tous les océans augmente. La mer Égée monte, puis la mer de Marmara. Lorsque ces deux masses d'eau atteignent une hauteur critique, elles provoquent la rupture de l'isthme du Bosphore. Les géologues Walter Pittman et William Ryan soulignent le caractère brutal de l'inondation du bassin de la mer Noire. Mais d'autres scientifiques sont loin d'être convaincus par cette hypothèse. Pour eux, il ne s'agirait nullement d'un événement catastrophique. Au contraire, le niveau de la mer se serait élevé lentement, entraînant la vidange progressive des eaux de la Méditerranée vers le bassin de la mer Noire sur une longue période de temps. Peut-être des Aucun relief significatif autour. Cette dune était seule de son espèce. Les chercheurs baptisent ce site Site 82, la 82e zone topographiée pendant l'expédition. Ils envoient un robot sous-marin ROV équipé de caméras pour effectuer une reconnaissance du site. Ils font alors une découverte sensationnelle. Les traces d'un établissement humain. Quand on s'est approché avec le ROV, on a vu ces formations rocheuses. C'étaient des blocs de roche de forme rectangulaire. La première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est qu'ils avaient pu servir à construire les fondations d'une maison. Nous étions enthousiasmés par cette découverte. Nous sommes persuadés que ce site a été submergé. Avant l'inondation, il était sûrement exposé à l'air libre. Un examen approfondi révèle d'autres indices de présence humaine. En poursuivant les recherches avec le ROV, on a découvert du bois. Il y avait des morceaux dispersés sur tout le site, la plupart sous forme de longues baguettes. Il y avait aussi des sortes d'outils sculptés dans le bois. Nous étions ravis parce que c'étaient les signes évidents d'un établissement humain. Était-ce la preuve tant attendue de l'inondation qui aurait inspiré le mythe du déluge et de l'arche de Noé? Pendant l'exploration, un des membres de l'équipe a dit « C'est la maison de Noé, on l'a trouvée ». Tout le monde plaisantait en disant « Où est la boîte aux lettres avec son nom ?» Dwight Coleman et son équipe prélèvent des échantillons sur le site, à 100 mètres de profondeur. Ils vont être analysés en laboratoire et datés au carbone 14.
On a prélevé plusieurs objets, notamment ces morceaux de bois qui ressemblaient à des outils taillés par la main de l'homme. Les chercheurs rassemblent les indices dans l'espoir de prouver qu'une présence humaine existait au moment de l'inondation. Ces objets en bois avaient bien été taillés par l'homme. Mais quand on les a datés au carbone 14, malheureusement on a découvert qu'il s'agissait de débris plus récents que nous ne le pensions. Ils n'avaient que quelques centaines d'années, donc rien à voir avec le néolithique. J'avoue qu'on a été déçus par ces résultats. Les chercheurs sont persuadés que les roches trouvées sur le site 82 sont les témoins d'une civilisation ancienne. Cependant, il est impossible de les dater au carbone 14. Seraient-elles les derniers vestiges d'une civilisation disparue? Dwight Coleman et son équipe ont l'intention d'organiser une autre expédition sur le site 82. Mais elle s'avère parfois destructrice. On associe habituellement cet élément à la vie. Mais quand de violentes inondations se produisent, l'eau peut détruire des centaines, des milliers, voire des millions de vies. Si une mer ou un océan se déversait brutalement en cascade, cela engendrera une catastrophe sans précédent. Asie mineure, 6000 ans avant notre ère, au point de rencontre entre l'Europe et l'Asie. Soudain, une bande de terre se fracture. Elle séparait jusque-là le bassin méditerranéen d'une vallée fertile située en contrebas. Les eaux de la Méditerranée explosent et s'engouffrent dans l'isthme avec une force colossale. Elles balaient tout sur leur passage. Une cascade monstrueuse déferle dans la vallée, en direction d'un lac d'eau douce situé en contrebas. Un immense mur d'eau se forme dans un grondement assourdissant. C'est une force extraordinaire. La pression de l'eau est inimaginable. L'eau a déferlé à la vitesse d'un jet. Ce devait être terrifiant. Quand la cascade explose dans la vallée, des éclairs déchirent le ciel et un épais brouillard enveloppe la région. L'eau submerge les terres. Cette inondation a fait monter le niveau de l'eau sur le littoral à raison de 10 cm par jour. Tous les êtres vivants tentent d'échapper à ce déluge en gagnant les hauteurs. Mais beaucoup sont emportés par les eaux. Pour les populations de l'époque, ce devait être effroyable. Imaginez toute une mer qui se déverse dans un lac. Pendant plus de 100 jours, la cascade continue à remplir le lac. Les terres sont submergées et la mer finit par avaler une immense masse terrestre de 100 000 km². Ce déluge remodèle entièrement la géographie de la région. Les flots envahissent des centaines de milliers de kilomètres carrés de terre. Cette inondation gigantesque engendre un bouleversement terrestre majeur. Elle donne naissance à la mer Noire, mais en vain. Il ne trouve aucune trace d'établissements humains. La découverte de tels vestiges serait pourtant la clé du mystère qui entoure la légende du déluge. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment quels vestiges ont laissé les peuples du néolithique. Ce pourrait être un outil en pierre ou une poterie ou un morceau de bois sculpté qui fait partie d'une habitation. Après avoir sillonné le fond de la mer sur des kilomètres carrés, les chercheurs voient apparaître une étrange dune à l'horizon. Elle était isolée. Il n'y avait aucun relief significatif autour. Cette dune était seule de son espèce. Les chercheurs baptisent ce site Site 82, la 82e zone topographiée pendant l'expédition.
Ils envoient un robot sous-marin ROV équipé de caméras pour effectuer une reconnaissance du site. Ils font alors une découverte sensationnelle. Les traces d'un établissement humain. Quand on s'est approché avec le ROV, on a vu ces formations rocheuses. C'étaient des blocs de roche de forme rectangulaire. La première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est qu'ils avaient pu servir à construire les fondations d'une maison. Nous étions enthousiasmés par cette découverte. Nous sommes persuadés que ce site a été submergé. Avant l'inondation, il était sûrement exposé à l'air libre. Un examen approfondi révèle d'autres indices de présence humaine. En poursuivant les recherches avec le ROV, on a découvert du bois. Il y avait des morceaux dispersés sur tout le site, la plupart sous forme de longues baguettes. Il y avait aussi des sortes d'outils sculptés dans le bois. Nous étions ravis parce que c'étaient les signes évidents d'un établissement humain. Était-ce la preuve tant attendue de l'inondation qui aurait inspiré le mythe du déluge et de l'arche de Noé? Pendant l'exploration, un des membres de l'équipe a dit « C'est la maison de Noé, on l'a trouvée ». Tout le monde plaisantait en disant « Où est la boîte aux lettres avec son nom ?» Dwight Coleman et son équipe prélèvent des échantillons sur le site, à 100 mètres de profondeur. Ils vont être analysés en laboratoire et datés au carbone 14. On a prélevé plusieurs objets, notamment ces morceaux de bois qui ressemblaient à des outils taillés par la main de l'homme. Les chercheurs rassemblent les indices dans l'espoir de prouver qu'une présence humaine existait au moment de l'inondation. Ces objets en bois avaient bien été taillés par l'homme. Connectés par le détroit du Bosphore. Peut-être que cette mer intérieure n'existait pas il y a 7500 ans. C'était peut-être une grande vallée fertile, berceau des premières civilisations qui ont donné naissance aux civilisations européennes. Des preuves de plus en plus convaincantes laissent penser qu'une inondation cataclysmique a submergé cette vallée. Si cet événement s'est réellement produit, il a marqué de façon considérable le développement de la civilisation. De nombreux groupes humains ont alors migré vers d'autres régions du globe. Et cela a modifié par la suite leur évolution. Mais reste-t-il des vestiges de cette civilisation jadis florissante? Il est difficile d'estimer combien de personnes ont été frappées par ce cataclysme. Ce doit être de l'ordre d'une centaine de milliers. Selon nos critères actuels, ça ne paraît pas beaucoup, mais il faut se souvenir qu'à cette époque, la Terre comptait seulement 5 millions d'habitants. C'est donc un événement majeur qui a entraîné la dispersion d'une grande partie de la population. Les gens ont pu s'enfuir, mais ils n'ont rien pu emporter avec eux. Les villages et tous les biens matériels ont été inondés et les gens se sont dispersés. Pendant des millénaires, on a recherché des preuves du déluge biblique. La mer Noire contient-elle la clé du mystère? L'océanographe Dwight Coleman est d'avis que la théorie du déluge pourrait être vraie. La mer Noire serait le site idéal pour la légende du déluge, car il s'agit d'un bassin isolé et l'inondation aurait des conséquences immédiates sur les populations locales. Elle a sans doute affecté des sites archéologiques. Il fallait explorer ces sites pour se rendre compte de leur état de conservation. En l'an 2000, Dwight Coleman et Bob Ballard, célèbres explorateurs, lancent une expédition sous-marine en mer Noire sur les traces de la civilisation disparue. Se lancer dans cette aventure, c'était comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. Les chercheurs commencent l'exploration au large des côtes de Sinop, en Turquie, une péninsule montagneuse sans doute habitée à l'époque de l'inondation.
Près de Sinop, il existe des sites néolithiques vieux de 8000 ou 9000 ans où l'on trouve des vestiges d'établissements humains sur la terre ferme. D'après notre hypothèse, on devrait trouver le même genre de site sous la mer, car puis la mer de Marmara. Lorsque ces deux masses d'eau atteignent une hauteur critique, elles provoquent la rupture de l'isthme du Bosphore. Les géologues Walter Pitman et William Ryan soulignent le caractère brutal de l'inondation du bassin de la mer Noire. Mais d'autres scientifiques sont loin d'être convaincus par cette hypothèse. Pour eux, il ne s'agirait nullement d'un événement catastrophique. Au contraire, le niveau de la mer se serait élevé lentement, entraînant la vidange progressive des eaux de la Méditerranée vers le bassin de la mer Noire sur une longue période de temps, peut-être des milliers d'années. Selon cette hypothèse, cet événement ne pourrait donc pas avoir inspiré la légende du déluge. L'alternative à l'hypothèse de Pitman et Ryan est la suivante. Le niveau de la mer Noire serait monté plus ou moins à la même vitesse que le niveau moyen des océans. Ce serait donc un phénomène progressif, sans catastrophe. Or, selon la théorie de Pitman et Ryan, le bassin de la mer Noire se serait rempli de façon très brutale. À quelle vitesse la cascade s'est-elle déversée? Existe-t-il des preuves à ce sujet? Marc Siddall est océanographe, spécialisé dans la dynamique des fluides. D'après lui, un afflux d'eau brutale vers la mer Noire doit laisser des traces visibles sur le plancher marin. Partons de l'hypothèse qu'une énorme quantité d'eau s'est déversée dans un bassin de petite taille, tapissé de sédiments meubles. Dans ce cas, qu'on ne trouve aucune trace géologique de cet événement au fond de la mer serait très surprenant. En 2002, Marc Siddall oriente ses recherches sur le détroit du Bosphore. S'il existait autrefois un barrage naturel, c'est sans doute à cet endroit que la rupture a eu lieu, quel que soit l'événement qui en est la cause. Après la rupture du barrage naturel, une masse d'eau s'est précipitée dans le bassin de la mer Noire. J'ai voulu étudier la façon dont ces fluides se sont déversés au-delà du Bosphore et avec quelle quantité d'énergie. J'ai voulu aussi observer les traces géologiques que cet événement a laissées au fond de la mer. Marc Siddall a conçu un modèle informatique reproduisant l'aspect de l'embouchure de la mer Noire avant l'inondation. Le logiciel a simulé deux modèles. D'une part, un afflux brutal d'eau salée vers la mer Noire et d'autre part, un afflux lent. Dans l'hypothèse d'une brusque inondation, Marc Siddall observe l'action de l'eau salée sur le plancher marin. Dans ce cas, qu'on ne trouve aucune trace géologique de cet événement au fond de la mer serait très surprenant. En 2002, Marc Siddall oriente ses recherches sur le détroit du Bosphore. S'il existait autrefois un barrage naturel, c'est sans doute à cet endroit que la rupture a eu lieu, quel que soit l'événement qui en est la cause. Après la rupture du barrage naturel, une masse d'eau s'est précipitée dans le bassin de la mer Noire. J'ai voulu étudier la façon dont ces fluides se sont déversés au-delà du Bosphore et avec quelle quantité d'énergie. J'ai voulu aussi observer les traces géologiques que cet événement a laissées au fond de la mer. Marc Siddall a conçu un modèle informatique reproduisant l'aspect de l'embouchure de la mer Noire avant l'inondation. Le logiciel a simulé deux modèles. D'une part, un afflux brutal d'eau salée vers la mer Noire et d'autre part, un afflux lent. Dans l'hypothèse d'une brusque inondation, Marc Siddall observe l'action de l'eau salée sur le plancher marin. D'après la simulation, les eaux de l'inondation créeraient une grande entaille au fond de la mer Noire, au niveau de l'embouchure. Et cela entraînerait une circulation inhabituelle de cette masse d'eau. Dans l'hémisphère nord, à l'embouchure de la quasi-totalité des fleuves, l'eau est déviée vers la droite, en raison du sens de rotation de la Terre. Or, le modèle informatique fait apparaître un bras de mer qui tourne vers la gauche.
On observe un bras de mer de la même largeur que le Bosphore, mais il circule de façon étrange. Il tourne vers la gauche. Dans l'hémisphère nord, tous les courants tournent vers la droite, suivant la force de Coriolis. D'après Marc Siddall, seule une crue gigantesque aurait eu assez de force pour inverser le sens de circulation du courant, dans le sens opposé à la rotation de la Terre. Mais il ne s'agit que d'un modèle informatique. Il faut réunir des preuves tangibles, en étudiant la cartographie sous-marine de la mer Noire. Marc Siddall compare ces données aux images sonars prises par une équipe de chercheurs français. Ils ont établi la première carte sous-marine du débouché du Bosphore en mer Noire. Les résultats de ces chercheurs étaient très proches de notre modélisation. Nous avions l'impression d'avoir trouvé la solution. Ce nouvel élément de preuve est remarquable. L'imagerie sonar corrobore la théorie de la cascade gigantesque qui aurait inondé le bassin de la mer Noire en l'espace de quelques années. Mais quel volume d'eau cela représente-t-il? Habitants qui se retrouveraient complètement démunis s'ils étaient surpris par une inondation. On sait désormais que l'élévation du niveau marin, conséquence de la fonte brutale des glaciers, a déclenché l'inondation de la mer Noire. À l'heure actuelle, le même phénomène est en train de se reproduire. En raison du réchauffement climatique, les glaciers perdent environ 35 km3 d'eau chaque année. Ce taux a doublé depuis 50 ans. Si le niveau des océans monte de 30 cm environ, l'eau pourrait envahir l'intérieur des terres sur une distance comprise entre 600 mètres et 3 km. Voilà le scénario qui nous attend. Le niveau des océans semble monter de façon progressive. Pourtant, ce phénomène menace l'ensemble des êtres vivants. Dans le cas de l'inondation de la mer Noire, le niveau moyen des océans avait monté d'1,70 m seulement. À l'heure actuelle, s'il montait de la même façon, des centaines de millions de personnes seraient menacées et devraient être déplacées. D'entrée de jeu, 145 millions de personnes seraient concernées. À l'époque contemporaine, il n'existe aucun précédent d'un déplacement de personnes de cette ampleur. Difficile d'imaginer les changements de société qu'entraînerait une telle catastrophe. Une grande partie de la population est concentrée sur les zones côtières de la planète, soit environ 150 km vers l'intérieur des terres. Tout événement susceptible de faire augmenter le niveau de la mer ou de provoquer des inondations chroniques aurait des conséquences dramatiques sur les populations du littoral. Si la montée des eaux s'accompagnait d'une tempête déclenchée par un ouragan, cela pourrait provoquer une inondation cataclysmique. New York pourrait être l'une des premières métropoles touchées. À mesure que la mer envahirait Manhattan, les 8 millions d'habitants seraient forcés de se disperser rapidement vers l'intérieur des terres. Ce serait une migration massive, sans précédent dans l'histoire contemporaine. Si une telle inondation frappait New York, ce serait catastrophique. Les égouts et les tunnels du métro seraient envahis par un déferlement d'eau. Le centre de Manhattan serait sous les flots. Quand la mer commence à monter, il est impossible de la contenir. Une telle catastrophe aurait des répercussions dramatiques dans le monde entier. New York est une mégalopole, une plaque tournante du commerce et de la finance internationale. Voilà le scénario qui nous attend. Le niveau des océans semble monter de façon progressive. Pourtant, ce phénomène menace l'ensemble des êtres vivants. Dans le cas de l'inondation de la mer Noire, le niveau moyen des océans avait monté d'1,70 m seulement. À l'heure actuelle, s'il montait de la même façon, des centaines de millions de personnes seraient menacées et devraient être déplacées. D'entrée de jeu, 145 millions de personnes seraient concernées. À l'époque contemporaine, il n'existe aucun précédent d'un déplacement de personnes de cette ampleur.
Difficile d'imaginer les changements de société qu'entraînerait une telle catastrophe. Une grande partie de la population est concentrée sur les zones côtières de la planète, soit environ 150 km vers l'intérieur des terres. Tout événement susceptible de faire augmenter le niveau de la mer ou de provoquer des inondations chroniques aurait des conséquences dramatiques sur les populations du littoral. Si la montée des eaux s'accompagnait d'une tempête déclenchée par un ouragan, cela pourrait provoquer une inondation cataclysmique. New York pourrait être l'une des premières métropoles touchées. À mesure que la mer envahirait Manhattan, les 8 millions d'habitants seraient forcés de se disperser rapidement vers l'intérieur des terres. Ce serait une migration massive, sans précédent dans l'histoire contemporaine. Si une telle inondation frappait New York, ce serait catastrophique. Les égouts et les tunnels du métro seraient envahis par un déferlement d'eau. Le centre de Manhattan serait sous les flots. Quand la mer commence à monter, il est impossible de la contenir. Une telle catastrophe aurait des répercussions dramatiques dans le monde entier. New York est une mégalopole, une plaque tournante du commerce et de la finance internationale. Si les aéroports de la ville étaient frappés par une inondation, le système de transport aérien du monde entier serait perturbé. Idem pour les marchés financiers à Wall Street. Ce quartier serait l'un des premiers à être inondé. Cela aurait des répercussions à grande échelle. Certains scientifiques pensent qu'une élévation du niveau de la mer est inéluctable. Si le réchauffement climatique se poursuit, le monde actuel connaîtra des bouleversements profonds. Une telle catastrophe modifierait la géographie de la planète. L'élévation du niveau marin dépendra de l'ampleur du réchauffement. Ils retrouveraient complètement démunis s'ils étaient surpris par une inondation. On sait désormais que l'élévation du niveau marin, conséquence de la fonte brutale des glaciers, a déclenché l'inondation de la mer Noire. À l'heure actuelle, le même phénomène est en train de se reproduire. En raison du réchauffement climatique, les glaciers perdent environ 35 km3 d'eau chaque année. Ce taux a doublé depuis 50 ans. Si le niveau des océans monte de 30 cm environ, l'eau pourrait envahir l'intérieur des terres sur une distance comprise entre 600 mètres et 3 km. Voilà le scénario qui nous attend. Le niveau des océans semble monter de façon progressive. Pourtant, ce phénomène menace l'ensemble des êtres vivants. Dans le cas de l'inondation de la mer Noire, le niveau moyen des océans avait monté d'1,70 m seulement. À l'heure actuelle, s'il montait de la même façon, des centaines de millions de personnes seraient menacées et devraient être déplacées. D'entrée de jeu, 145 millions de personnes seraient concernées. À l'époque contemporaine, il n'existe aucun précédent d'un déplacement de personnes de cette ampleur. Difficile d'imaginer les changements de société qu'entraînerait une telle catastrophe. Une grande partie de la population est concentrée sur les zones côtières de la planète, soit environ 150 km vers l'intérieur des terres. Tout événement susceptible de faire augmenter le niveau de la mer ou de provoquer des inondations chroniques aurait des conséquences dramatiques sur les populations du littoral. Si la montée des eaux s'accompagnait d'une tempête déclenchée par un ouragan, cela pourrait provoquer une inondation cataclysmique. New York pourrait être l'une des premières métropoles touchées. À mesure que la mer envahirait Manhattan, les 8 millions d'habitants seraient forcés de se disperser rapidement vers l'intérieur des terres. Ce serait une migration massive, sans précédent dans l'histoire contemporaine. Si une telle inondation frappait New York, ce serait catastrophique. Les égouts et les tunnels du métro seraient envahis par un déferlement d'eau. Le centre de Manhattan serait sous les flots.
Quand la mer commence à monter, il est impossible de la contenir. Une telle catastrophe aurait des répercussions dramatiques dans le monde entier. New York est une mégalopole, une plaque tournante du commerce et de la finance internationale.